Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Ramayad, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre, conseillère régionale d'Île-de-France UDI et surtout vice-présidente du Parti radical, composante du Centre. Un centre en pleine actualité cette semaine. Nous en parlerons avec vous, bien sûr, avec l'union de Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Nous évoquerons aussi l'actualité du gouvernement. Et comme chaque semaine, bonjour Caroline. Bonjour. Nous évoquerons avec vous votre e-réputation, puisque Caroline a regardé ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, commençons par le débat qui monte cette semaine autour de la banalisation de la parole raciste. Est-ce que lorsque vous étiez au gouvernement, vous vous êtes senti victime aussi de ce racisme ? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Franchement, j'ai toujours essayé d'éviter ce genre de débat. D'abord parce que je considère qu'il n'y a qu'une communauté nationale, c'est la France. Parce qu'ensuite, j'ai toujours été dans le refus de la victimisation ou qu'on me prenne pour quelqu'un qui se victimise. Et puis enfin, parce qu'en tant que responsable politique, je suis souvent amenée à serrer les dents plutôt que de me plaindre de mon sort. Mais il est vrai que sur ce débat, moi j'ai envie... avec Christiane Taubira. Oui, sur cette question, j'ai envie de dire aujourd'hui quelque chose parce qu'il y a danger, une ligne rouge a été franchie. Quand on réduit un être humain à l'état d'animal, avec tout ce que cela renvoie dans l'histoire, eh bien, c'est gravissime pour la République et pour la cohésion nationale. Donc je pense qu'elle a raison, effectivement, de porter ce débat-là. Et je suis vraiment attristée parce que c'était quelque part prévisible. Je pense qu'on a été complaisant avec Marine Le Pen en validant quelque part, pour certains, sa stratégie de dédiabolisation, que moi je n'ai jamais considérée comme étant du changement, mais parce que les racines idéologiques du Front National n'ont pas changé. Et au fond... dédiabolisation de certains, vous voulez parler de qui ? De certains membres de l'UMP ? Je parle de certains, on a ça partout, à gauche, à droite, on a ça chez les observateurs, on a ça chez des intellectuels, soi-disant, ou d'autres qui effectivement ont eu des propos ou des analyses que moi j'ai toujours considérées comme étant hors du champ républicain. Et on n'a pas dit grand-chose, parce que, au nom de la souffrance de certains, mais le racisme anti-blanc par exemple, évidemment que ça existe, mais on peut condamner le racisme anti-blanc tout en condamnant le racisme que subissent les autres. C'est pas antinomique, c'est pas les uns contre les autres, c'est pas un racisme qui est supérieur à un autre. Il y a quand même 1500 actes de racisme qui se produisent toutes les 6 heures en France et on ne peut pas le nier. Caroline. Et après s'être donc fait traiter de guenon par un enfant de la manifestation contre le mariage homo, Christiane Taubira s'est dite déçue, a déploré le manque de réaction publique sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement ne l'a pas assez défendu ? Effectivement, il a fallu attendre hier, au moment où effectivement elle a exprimé son malaise pour que le président de la République ait un mot de soutien à son égard. Je pense que la gauche a un devoir vis-à-vis de cette ministre si emblématique. Et l'UMP qui n'applaudit pas, à la différence par exemple de vos amis de l'UDI ? Je pense que l'UMP aurait pu applaudir. Il y a un moment, il faut dépasser les contingences partisanes. Moi, quand j'ai vu les insultes dont elle faisait preuve sur Twitter, j'ai très vite réagi. Je suis allée au-delà de ce qui nous sépare. Et il y a bien des choses qui nous séparent avec Christiane Taubira, notamment sa politique pénale et sa politique concernant les prisons. Mais sur des moments comme ça essentiels, il faut savoir être au rendez-vous en tant que républicain. D'accord. Venons-en à l'actualité un peu et ce qui se passe en Bretagne, qui est entrée en résistance contre l'écotaxe. La colère monte. Est-ce que vous craignez la contagion vers d'autres régions ? Ce que je ne crains pas, mais ce qui me frappe, c'est l'espèce de cristallisation des antagonismes contre François Hollande. Et il l'a cherché. Il l'a cherché parce qu'il a beaucoup promis pendant sa campagne, et on a été nombreux à dénoncer à l'époque ses promesses intenables. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il déçoit des catégories entières de la population. Et ce qui se passe en Bretagne ne doit pas être sous-estimé. Et c'est d'autant moins à sous-estimer qu'autour de François Hollande, il y a beaucoup de personnalités, et pas des moindres, qui viennent de Bretagne, des élus, des ministres, des conseillers. Donc non seulement il aurait dû être au courant, mais il aurait dû très vite déminer cette affaire-là, il aurait dû très vite s'adresser aux Bretons,
Et le risque aujourd'hui, c'est la contagion. C'est la contagion parce qu'il cristallise contre lui des antagonismes divers et variés, au-delà même de l'écotaxe, sur diverses problématiques, la question du développement en Bretagne, la question des fermetures d'usines, la question de l'innovation, de la recherche, la question de l'Europe. Toutes ces questions sont posées à travers cette cristallisation des colères. À mon avis, il faut faire pause et repartir à la table des négociations. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. La question est, est-ce qu'ils ils seront en capacité de calmer cette colère? Il est encore en capacité d'agir, ce gouvernement? À mon avis, j'allais dire que ça va être difficile parce que quand on a 25% de soutien... Quand il dit ça sent la dissolution ou ça sent le... Oui, Jean-Louis Borloo un grand chambard, il dit. Dès l'élection de François Hollande, il en a appelé à une dissolution. Mais vous êtes d'accord? Vous pensez ça, vous aussi? Je pense que François Hollande est un fin tacticien et qu'il sait qu'il va perdre une élection, il perdrait l'élection législative. Et ça dire que derrière, il pourrait manœuvrer comme l'a fait un Mitterrand, je ne le pense pas. Et donc, si nous avons intérêt à ce qu'il fasse une dissolution, je ne suis pas sûr que lui irait dans ce sens aujourd'hui. Attendons de voir les prochaines échéances électorales. Alors venons-en au centre. Votre courant politique, l'Alternative, est née cette semaine. Elle rassemble l'UDI de Jean-Louis Borloo, le MoDem de François Bayrou. D'abord une petite question, vous n'étiez pas à ces noces très médiatiques? Non, mais j'avais du travail. Oui. D'accord, ok. Est-ce que vous pensez que les personnalités de Jean-Louis Borloo et François Bayrou sont vraiment compatibles dans la durée? Bon, cette affaire-là, c'est très bien de faire un rapprochement. Moi, je l'expliquais dans mon livre des mois avant que, effectivement, ça se fasse. À une époque, on me disait, si tu sors ça, ça va être une bombe et tu seras désavoué par ton propre parti. Mais je suis convaincue parce que deux listes centristes sur le terrain, c'est juste incompréhensible pour les Français. Mais je posais une condition à ça. Une condition, c'est que François Bayrou tourne le dos à la gauche. S'il a exprimé son appartenance aujourd'hui à l'opposition, je ne suis pas sûre que tous les élus ou candidats MoDem sur les territoires l'aient fait également. Et donc je crois qu'il est important, et en ce sens je rejoins des personnalités comme François Sauvadet, qu'il y ait une clarification de la part du MoDem. Il doit encore clarifier. François Bayrou doit encore clarifier sa position vis-à-vis. Mais même chez moi, à Colombe-Agnières, vous avez des modems qui sont avec la gauche. Comment voulez-vous, après ça, que je sois crédible à la table de la photo de famille? Mais alors, ok, on entend ce que vous dites. Est-ce que selon vous, l'Alternative doit se détacher davantage de l'UMP pour avoir une vraie autonomie et peser beaucoup plus dans le centre droit et même l'opposition? L'Alternative d'abord doit dire clairement qu'il est au centre droit. D'accord. Il faut que ce soit dit beaucoup plus clairement que ça ne l'est dit actuellement dans la charte. Mais elle doit établir un rapport de force avec l'UMP ou elle est forcément... À mon avis, il faut un partage des rôles. Il y a des territoires où l'UDI ou l'Alternative ont plus de chances de convaincre les Français que l'UMP. Et il y a des territoires où l'UMP est plus convaincante que nous. Et dans ce cas-là, il faut s'asseoir à la table des discussions, et présenter des candidats en cohérence et en concordance. Et puis là où, effectivement, il n'y a pas de sortant, c'est 50-50 ou c'est pas clair, que chaque parti soit en capacité de présenter son candidat, ça agira comme une primaire, sachant que, de toute façon, au terme des processus électoraux, nous avons vocation à nous allier, à être des partenaires. Voilà. Et ça, il faudrait que le MoDem l'accepte aussi, parce que... Vous êtes encore sceptique pour l'instant? C'est pas que je suis sceptique, c'est que je suis dans l'attente de ces clarifications. D'accord. Vous êtes une personnalité emblématique, évidemment, de cette UDI, de cette alternative. Hein. On parle souvent de vous pour les élections. Alors, vous allez être candidat où l'année prochaine? J'ai fait un petit point. Alors, on dit au municipal à Paris. Après, on dit au municipal à Colombes. Il y a les européennes, on vous dit dans le Nord, en Ile-de-France. Alors c'est quoi? Vous allez aller où l'année prochaine? Est-ce que vous avez une décision? Est-ce que vous avez un plan de carrière? Pour l'instant, je ne pense pas à moi. Je pense plutôt à la construction de cette ambition nationale. Je sais bien, mais je me donne, disons, jusqu'à la fin de l'année, c'est pas si loin, pour prendre une décision dans la mesure où, comment vous dire, j'anticipe l'application du principe de non-cumul des mandats. Et étant déjà conseiller municipal, conseiller régional, il est évident que je ne peux pas tout faire. Et donc, il faudra viser juste. Et cette fois, pour gagner, parce que je pense avoir beaucoup... Vous avez fait votre choix entre, par exemple, se présenter à Colombes ou se présenter dans une autre ville? Est-ce que non, chaque jour, je réfléchis parce qu'il n'y a absolument rien d'évident. Colombes, c'est très compliqué parce qu'on n'a rien fait à droite, et nous compris,
pour qu'on soit sur une ligne de victoire après pourtant 6 ans de travail acharné. Pour les européennes, écoutez, il va falloir trancher entre de multiples sortants. Et alors évidemment, moi je pense qu'il ne faut pas se contenter de reconduire les sortants, sinon on ne convaincra personne. C'est d'ailleurs le souhait de Jean-Luc Borloo, oui, néanmoins, qui pense à vous peut-être pour les européennes, justement. Il pense que vous êtes une personnalité nouvelle au niveau européen. Oui, mais l'Europe c'est intéressant, mais je pense qu'il faut qu'on porte un projet qui soit à la fois exigeant dans la fidélité. Vous intéresse ? L'Europe intéresse tout le monde, enfin j'ose espérer. Même ceux qui sont anti-européens sont élus à Bruxelles. Donc, une dernière petite question, Ramayad, avant d'en venir à Caroline. Est-ce que vous vous sentez toujours sarkozyste ? Je l'ai été et je pense que quelque part, je le serai toujours. Parce qu'on a eu une expérience politique avec Nicolas Sarkozy absolument extraordinaire. Je continue à le voir, à discuter avec lui, avec beaucoup d'affection. En même temps, on est toujours en train de se bagarrer sur les raisons de sa défaite. On n'est toujours pas d'accord sur le diagnostic. Mais je pense que moi, ça ne me gêne pas d'être considéré comme sarkozyste parce que je n'oublie pas ce qu'on a. Alors, venons-en à Caroline. Que nous disent les réseaux sociaux ? Alors, donc vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, plus de 120 000 abonnés sur Facebook, près de 23 000 sur Twitter. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'un peu malsain que les personnalités politiques aient pris pour habitude de réagir en 140 signes ? Moi, je trouve que c'est à la fois exaltant, parce que voilà, on est aux prises directes avec les gens derrière, sans savoir qui c'est, puis sans passer par des filtres divers et variés. Et en même temps, c'est très dangereux. C'est pour ça que je tweete assez modérément, parce qu'on peut être très spontané. Déjà, donc à la frontière entre... Donc voilà. Mais je trouve que c'est un exercice intéressant. Alors sur votre page Facebook, chaque publication est très très commentée, et il y a beaucoup d'internautes qui vous considèrent comme la référence pour la jeunesse africaine, pour les femmes d'Afrique. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Oui, aussi. Moi, je suis née en Afrique et je suis très flattée de voir que j'intéresse encore le continent africain. En même temps, je suis responsable politique français. Mais ce qui veut dire quoi, au fond ? Que ce qu'on fait ici en France, avec les réseaux sociaux, n'est ignoré de personne. Et c'est pour ça que ces questions de racisme, Front National, me heurtent à ce point. Et aussi parce que j'ai été secrétaire aux affaires étrangères. Je sais que ce qui se passe en France est plus scruté qu'ailleurs. Et donc, il faut être très prudent. Et c'est pour ça que je pense que le jour où Marine Le Pen est élue présidente de la France, on sera boycotté par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver ? Ah bah oui, je pense que ça peut arriver. Vous avez vu ce qui s'est passé à Brignoles ? Ils ont pu franchir le cap des 50% sans aucune alliance. Vous pensez vraiment que le Front National est en mesure, peut-être un jour, d'avoir 50% en France ? Je pense. Si Marine Le Pen n'est pas empêchée dans son opération d'enfumage concernant la dédiabolisation, si on ne résiste pas, si on n'apporte pas des réponses, il n'y a aucune raison qu'elle n'aille pas au bout de son entreprise. Et moi, c'est pour ça que je la prends très au sérieux. Et je ne réponds pas à ces provocations par la morale, mais bien de manière argumentée. Donc, quand on arrive, même à Brignoles, à passer le cap des 50 sans aucune alliance, moi, je me dis méfiance. Dans votre livre « Carnet du pouvoir », vous avez publié plusieurs SMS que vous aviez reçus de journalistes à l'époque où vous étiez au pouvoir, ce qui a donné lieu à beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Pourquoi vous avez fait ça ? Qu'est-ce que vous cherchiez à prouver en publiant ces SMS ? Parce que, vous savez, c'est un journal que j'ai écrit au jour le jour, donc à l'époque. Et j'ai voulu le restituer dans son intégralité sans rien changer. Mais c'était pour dire les journalistes sont trop complaisants. Non, mais non, c'est parce que non, au contraire. J'étais dans des moments très particuliers où, par exemple, Kouchner appelait à la dissolution de mon secrétaire d'État. Oui, j'étais vraiment au fond de tout. Et puis, de temps en temps, un journaliste est aussi un être humain. Et puis, il y a des messages de sympathie qu'ils ont exprimés. Et ça ne vaut pas soutien politique. Et même si je l'avais pensé à l'époque, croyez-moi qu'après, j'ai vite déchanté. Je vous donne juste un exemple. Il y a une journaliste de Paris Match, par exemple, qui à ce moment-là m'envoie un message pour me dire « faut tenir bon, c'est difficile, mais il faut tenir bon ». Juste à titre humain. 6 mois après, je suis en procès avec elle parce qu'elle m'a envoyé ses paparazzis en bas de chez moi pour me photographier. Donc, vous voyez, c'est pas du soutien politique, c'est pour dire que voilà, cette profession… Vous êtes tombé un peu dans le piège médiatique, vous trouvez, avec le recul ? Non, mais c'est pas ça. Mais de la starisation. On a essayé de me stariser ou de me pipoliser mais j'ai toujours résisté à ça parce que ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas impressionnée par le pouvoir. Je viens certes d'une cité populaire, mais je sais que
Avant ça, j'ai un papa qui était déjà qui était un diplomate, qui travaille à la présidence de la République du Sénégal. Donc, je connais les lieux de pouvoir, je n'ai jamais été impressionnée par ça. Et donc, voilà, j'ai pas peur d'être starifiée parce que je suis pas un people. Mais honnêtement, moi, j'ai trouvé ça sympathique. On passe son temps à critiquer les journalistes, que de temps en temps, ils soient sympas. Eh bien, on va pas terminer sur ces désagréable. sages paroles. Merci Ramayad d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.